de plus en plus, je pense que au niveau de l'animation, il y a une intention derrière chaque épisode. Il y a une meilleure structure dans le discours, il y a une meilleure façon d'animer, à mon avis, et qui est plus efficace. Parce que ça prend pas plus de temps. Au contraire, ça prend moins de temps. Mais comme la structure est là, comme les réflexes d'animation sont là, ça se passe plutôt bien. Ici votre hôtesse Amélie Delebel et je suis très heureuse de vous accueillir sur le podcast Athlète Entrepreneur qui met en évidence des parcours inspirants d'athlètes ou d'anciens athlètes de haut niveau qui se sont tournés vers le milieu entrepreneurial. Ce rendez-vous hebdomadaire vous présente des entrevues qui seront vous motiver à atteindre votre plein potentiel. C'est parti! Bonjour, je suis très heureuse de vous accueillir pour cette deuxième saison de mon podcast Athlète Entrepreneur lors de cet épisode 152 sur aider les gens à développer leur voix influente avec Marco Bernard de l'Académie du podcast. Avant de vous parler de mon invité du jour, je voulais présenter la formation Podcaster Pro de l'Académie du podcast qui est la formation francophone la plus complète pour non seulement lancer ton podcast, mais également le monétiser. C'est d'ailleurs cette formation qui m'a permis de lancer ce podcast-ci, ainsi que mon autre balado, les médias sociaux en affaires. On parle de 6 modules distincts et près de 40 heures de contenu. Pour y jeter un coup d'œil, simplement vous rendre au amiedelebel.com/lancer son podcast, lancer ER. J'ai eu le grand bonheur de discuter lors de cet épisode avec mon tout premier invité sur Athlète Entrepreneur, soit l'ancien hockeyeur et entrepreneur Marco Bernard. Lors de notre première entrevue, il y a plus de 3 ans, l'ancien actionnaire des Inuits du Cégep de Granby venait de lancer l'Académie du podcast. Aujourd'hui, cette entreprise a aidé plus de 1000 francophones à lancer leur podcast au travers de différents services et formations pour que ceux-ci développent leur voix influente. Sans plus attendre, je vous laisse à cette entrevue fort intéressante. Bonne écoute! Alors, je suis très heureuse d'être avec mon invité du jour, Marco Bernard. Salut Marco, comment ça va? Pas autant heureux que moi, ma chère. Merci beaucoup de l'invitation. Mais merci beaucoup. Merci à toi d'avoir accepté. Donc, pour ceux qui ne savent pas, Marco, qui avait été mon tout premier invité d'athlète entrepreneur qui avait été lancé au début de 2019. Donc, ça fait déjà plus de 3 ans qu'on avait enregistré ce premier épisode-là. Je suis heureuse quand même d'être moins nerveuse aussi que lors de cette première expérience. Et on sait qu'il y a beaucoup de choses qui s'est passées autant au sein de l'Académie du podcast, autant dans ta vie que dans l'univers en général, mais ça revient plutôt à toi personnellement. C'était pré-pandémique, ça, cette entrevue-là, hein? Effectivement, janvier 2019, donc ça fait un certain temps. Ouais, exact. Ça a changé aussi beaucoup de ton côté, donc on avait beaucoup parlé justement lors de la première entrevue, ton parcours dans le monde du hockey, on avait aussi entendu parler de ton parcours comme entraîneur, aussi à quel point tu étais impliqué avec les Inuits et équipe que tu as vendue depuis ce temps, donc là tu as plus vraiment d'affiliation, de lien avec le hockey. Est-ce que ça fait spécial, c'est ça, de plus être impliqué dans le sport après, je veux dire, des décennies dans le milieu? Ouais, spécial, mais en même temps, pas tant que ça. J'aurais pensé m'en ennuyer plus que ça. C'est peut-être la pandémie aussi qui fait ça parce qu'il n'y a pas eu de série, il n'y a pas eu il y a comme rien eu là, de vraiment, au hockey professionnel, il y en a eu, mais je veux dire, au niveau où j'étais impliqué dans le hockey mineur, au niveau junior, il y a rien eu qui s'est passé. Donc, c'est peut-être un peu ça là, qui fait que finalement, ça me manque pas tant que ça. Puis comme il y a eu 2 ans qui s'est écoulé, presque là, maintenant, ça va faire 2 ans en fait dans quelques mois, je sais pas si un jour ça va revenir qu'à me manquer comme ça aurait dû me manquer dès le départ, mais en tout cas bref, c'est ça. Je pensais que je m'ennuierais plus que ça du hockey. Faut dire que l'Académie du podcast a quand même gardé bien occupé aussi, donc la première fois qu'on en avait discuté, en fait, c'est que tu venais de lancer. En fait, ça faisait peut-être quelques mois à peine que tu avais lancé la première formation donc francophone sur le podcast. Depuis ce temps-là, cette formation qui est devenue Podcaster Pro, il y a eu également le Club Momentum qui est un groupe de soutien. Il y a eu un niveau premium aussi pour des gens qui veulent vraiment tout clé en main, donc avec du coaching privé aussi avec toi. Il y a eu beaucoup d'autres aussi branches, si je peux dire, qui se sont créées au sein de l'Académie du podcast. Ça va être un peu difficile de revenir en tout ça à une seule question, mais est-ce que tu croyais que ça allait devenir aussi gros? Parce que là, depuis ce temps-là, tu as aidé des centaines, voire des milliers de francophones à lancer leur podcast. Ouais. Est-ce que tu pensais que ça allait être aussi
imposant, aussi important en si peu de temps, justement, en l'espace de 3 ans. Bon, pour être bien franc avec toi, je me suis jamais posé la question à savoir à où ça arrêterait, là, où la progression arrêterait. Je me suis jamais arrêté nécessairement à ça. J'ai toujours... j'avais l'idée éventuellement d'avoir une équipe. Tu fais partie de cette équipe-là. Puis là, on est rendu 5. Éventuellement, il va y avoir même d'autres mondes qui vont s'ajouter probablement dans les prochains mois. On voit qu'il y a de plus en plus de besoins puis de demandes aussi pour ça, autant pour la formation que pour la partie production. On sait qu'il y a des demandes qui entrent presque à chaque semaine, sinon à chaque mois. Donc, ben, tu sais, on peut juste se réjouir de ça, là. Puis au moment où on se parle, ben, tu sais, il n'y a pas énormément de ressources qui sont disponibles un peu partout à travers le monde en francophonie. Il y en a. Au moment où on s'était parlé en 2019, il n'y en avait pas du tout. Au moment où là, on se parle, il y en a quelques-unes, des ressources qui se sont ajoutées. Mais tu sais, je crois fondamentalement à ça. Puis cet écosystème-là qui est là, ben, les gens qui ont décidé d'y croire puis qui ont décidé de faire le saut avec nous, ce sont tous des gens qui sont avec des valeurs similaires aux nôtres, là, des gens qui veulent partager, qui veulent vraiment impacter leur réseau, là, les gens autour d'eux. Donc, ça peut pas faire autrement qu'à un moment donné, finir par avoir un beau rayonnement un peu partout, là. Est-ce que tu penses que justement la pandémie un peu a aidé à développer en fait le podcasting qui est très connu au niveau américain depuis déjà plusieurs années, mais là on sent en francophonie, c'est ça, une hausse d'intérêt pour ce médium-là? Ben, il y a définitivement une hausse d'intérêt. Il y a des belles statistiques qui sortent depuis le début de l'année. Ben, en fait, depuis l'année 2020. Il y avait une grosse hausse en 2020. Les statistiques de 2021 commencent à sortir. Là, on le sait, ça sort toujours quelques semaines dans les premiers mois, en fait, de l'année suivante. Donc, les statistiques de 2021 commencent à tomber. La progression est encore plus importante que ce qu'on a vu en 2020, qui était déjà une super grosse hausse par rapport à l'année précédente. Il y avait de la place en francophonie vraiment pour s'améliorer puis pour avoir une meilleure représentation des francophones au niveau des podcasts. Puis ça s'est traduit dans les chiffres là, de façon concrète. Ceci dit, il reste encore énormément de place. Il y a encore, il y a juste 1% de tous les podcasts qui sont des podcasts francophones. Wow. Puis à 2020, il y avait juste 2 millions de podcasts. Donc, clairement, il y a de la place en masse, là. C'est fou, quand même, malgré qu'on a l'impression que, des fois, je lis sur le web des gens qui ont l'impression que tout le monde a son podcast, mais c'est faux, il reste encore énormément de place. Donc, pour ceux qui souhaitent se lancer, inquiétez-vous pas, il y a encore de la place en avant du train, comme on dit. Ben, comme je te disais, 20 000 podcasts, là, donc c'est à peine une petite ville, là, si on compare ça là, à ce qui se passe. 20 000 podcasts francophones partout à travers le monde. Puis ça, c'est le nombre de podcasts qui sont inscrits et non pas des podcasts actifs. Parce que si on prend les podcasts actifs, c'est à peu près 40% de ce chiffre-là, là, entre 40 et 50% de ce chiffre-là. Donc, on est peut-être autour de 8 500, 9 000 podcasts actifs en francophonie. Ça, évidemment, ça date de 2020, fin 2020, mais quand même, au moment où on se parle, il y a encore énormément de place, là. C'est incroyable. Ça serait quoi... Mais c'est quoi, en fait, peut-être la meilleure mauvaise excuse que tu entends pour les gens qui ont peut-être peur de lancer leur podcast? Puis c'est quoi que tu répondras à ces gens-là? Bon, la plus grande excuse, en tout cas celle qu'on entend le plus souvent, c'est que techniquement, les gens ne savent pas quoi faire. Alors qu'on sait très bien que oui, clairement, il y a des trucs techniques derrière un podcast qui font en sorte que c'est pas donné à tout le monde de connaître ces choses-là, mais une fois qu'on sait quoi faire, on se rend compte qu'on s'en faisait avec pas grand-chose. Oui, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas, qui est difficile à trouver avec les bonnes choses, mais en même temps, c'est pas rocket science, là, c'est quelque chose qui prend quelques heures tout au plus pour mettre en place, puis une fois que c'est fait. Donc oui, ça prend la recette pour le faire, mais une fois qu'on a la recette, ça va quand même assez bien. Sinon, il y a beaucoup de gens qui ont peur aussi là, de pas être en mesure de trouver des auditeurs, de pas être en mesure d'avoir
d'avoir des auditeurs qui vont venir écouter leur podcast et tout ça. Ça, évidemment, ça passe par le marketing, ça passe par une bonne structure du podcast d'abord, s'assurer qu'on sait vraiment à qui on parle, c'est qui notre public cible, etc. Donc, ben, tu sais, une fois qu'on a mis ça en place, qu'on a mis une bonne structure en place, après ça, ben, il reste juste à développer le podcast. Puis, en général, les gens peuvent développer en cours de route aussi leur élocution, leur façon non pas de prononcer, mais plus le choix des mots, la façon de dire les choses. Là. Une fois que ça s'est fait, après ça, on est en mesure d'avoir un podcast qui va quand même bien. C'est rassurant aussi qu'on s'améliore avec le temps. Je pense qu'il y en a des fois qui sont peut-être un peu trop sévères ou durs envers eux-mêmes. Mais en tout cas, de mon côté, je vois déjà la différence entre le premier épisode qu'on avait tourné, c'est ça, il y a plus de 3 ans et aujourd'hui. Puis une chance, sinon là, ça serait un peu dommage de voir aucune progression. C'est le cas de tout le monde. Hein? Puis oui. Tu le sais parce que tu côtoies aussi les gens là, dans l'académie. Il y a plein de gens. Là, dès que les gens franchissent le cap là, de, je dirais, des 10, 12, 15 épisodes, puis qu'ils se mettent à se réécouter du début, même si c'est juste après 15 épisodes, ils voient déjà une différence quand même assez marquée. Fait qu'imagine-toi, là, tu sais, là, avec tu dois être rendu pas loin de 200 épisodes au moment où on se parle avec tes 2 podcasts. Là, tu sais, je veux dire, à un moment donné, c'est sûr qu'il y a une grosse différence entre l'épisode 1 et celui d'aujourd'hui. C'était le cas aussi pour toi. C'est quoi, tu dirais, toi, qui a été ta plus grosse différence? Parce que pour ceux qui n'avaient peut-être pas écouté nécessairement le premier épisode, tu as commencé dans le podcasting en 2015 avant de relancer là, officiellement ton podcast L'Accélérateur en 2017. Donc, ça fait déjà plus de 4 ans et demi. En fait, on approche le 5 ans. Aussi, je pense que tu disais de 800 épisodes ou apparents sur un podcast. C'est quoi que tu dirais la plus grosse différence de Marco, le podcasteur, en 2017 versus aujourd'hui? L'aisance au niveau de la structure parce que bon c'est sûr que quand on démarre, tu sais, moi mon idée de démarrer ça est venue en 2014. En fait, les premières actions pour démarrer un podcast, ça a été en 2014. Le premier épisode, effectivement, c'était en 2015, mais après ça au fil du temps, c'est vraiment de devenir de plus en plus à l'aise avec l'animation d'un podcast, mais surtout dans l'intention derrière. Parce que animer, tu sais, ouvrir quelqu'un qui est juste un peu à l'aise à discuter, là, il pourrait dire, ben, je vais m'acheter un beau micro, puis je vais commencer à parler, puis ça va fonctionner. Le fait est que le podcast, comme n'importe quel autre outil de promotion, comme n'importe quel autre outil marketing, s'il n'y a pas une intention derrière, puis s'il n'y a pas une structure dans le discours, oui, ça va fonctionner, puis oui, les gens vont venir t'écouter, puis oui, les gens vont dire « Ah, c'est donc bien intéressant ce que tu dis », mais il n'y aura pas de résultat derrière. Fait que c'est comme si tu prenais des minutes puis t'es jeté à la poubelle. Puis c'est un peu ça au début, puis je pense que sans avoir vraiment tout l'accompagnement derrière, que je suis allé chercher par la suite, puis que j'ai pu avoir maintenant, puis c'est ce qu'on offre maintenant aussi de notre côté en francophonie, ben probablement qu'il n'y aurait jamais eu d'académie du podcast. Là, je veux dire, il n'y aurait pas eu de résultat, il n'y aurait rien eu. Tandis que là, ben, on s'est tourné. Ben, moi, de plus en plus, je pense que au niveau de l'animation, il y a une intention derrière chaque épisode. Il y a une meilleure structure dans le discours, il y a une meilleure façon d'animer, à mon avis, et qui est plus efficace. Parce que ça prend pas plus de temps. Au contraire, ça prend moins de temps. Mais comme la structure est là, comme les réflexes d'animation sont là, ben ça se passe plutôt bien. Là. Oui, c'est tellement vrai. D'ailleurs, les gens qui pourront écouter tes différents podcasts, puisqu'ils seront disponibles dans les notes d'épisode. Tu parlais aussi ça de l'Académie du podcast. Bon, ben, qu'est-ce que c'est si tu n'avais pas eu ce coaching-là pour te lancer? On ne sait pas où en serait l'Académie aujourd'hui. C'est quoi que tu dirais qui a été le plus gros défi, en fait, pour l'Académie depuis plus de 3 ans? Sachant quand même que ça a généré, générer des ventes, ça a aidé énormément de francophones à lancer leur podcast, mais c'est quoi qui a été le plus gros défi, puis ce que tu en as retiré pour la suite? Le plus gros défi, il est pas tellement... Pour l'Académie, là, le plus gros défi, ça a été un défi de croissance, à mon avis. Parce que c'était de s'assurer, justement, d'avoir la bonne équipe en place, d'avoir les bonnes personnes dans les bons postes, pour s'assurer d'avoir les opportunités de croissance. En fait, de pouvoir saisir les opportunités de croissance parce qu'on avait on a encore d'ailleurs définitivement une opportunité de croissance. Et si c'était pas de l'équipe qui était en place, ben il n'y en aurait pas de croissance. Donc, il a fallu qu'on se creuse la tête. D'abord que je me creuse la tête pour trouver ce que je pense être
une équipe qui pouvait me permettre de justement prendre un premier bond, faire un premier bond en avant. Après ça, trouver les bonnes personnes pour aller dans ces postes-là. Puis après ça, ben donner au moins, tu sais, au moment où on a commencé à mettre une équipe en place, ben toi, t'étais là comme pigiste depuis le début. Mais après ça, tu sais, quand on a commencé à avoir vraiment comme une équipe, comme on peut appeler une équipe, ça fait, ben, tu sais, peut-être pas loin d'une année et demie, là, à peu près, là, 18 mois, là, 15 à 18 mois, mettons. Ben, à ce moment-là, il fallait donner le temps qu'il fallait à cette équipe-là pour prendre en main les dossiers. Fait que moi, je m'étais dit, on va se donner un 6 à 12 mois pour que toutes les gens de l'équipe tombent dans leurs pantoufles, autrement dit, qu'ils puissent être capables d'être à l'aise avec les différents dossiers puis qu'ils puissent prendre ça en main. Puis là, ben, on est rendu à un stade où on décentralise vraiment les dossiers, puis les gens prennent charge des dossiers, puis ils roulent puis qu'à ce moment-là, moi puis Marie-Ève, qui est notre directrice, ben on est plus là en support. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce qu'à ce moment-là, dans la position actuelle où on est, n'importe quelle autre personne qu'on vient ajouter à l'équipe, ben définitivement, c'est encore de la croissance qui est là. Fait que dans la façon que ça a été bâti, puis de la façon que c'est fait présentement, ben ça peut juste laisser présager des belles choses pour la suite, là. Je trouve ça super intéressant justement de parler de croissance, puis ça a un lien aussi direct avec le podcast, parce que bon, c'est sûr que l'Académie du podcast, on s'entend que ça mise sur le podcasting, mais ça reste que tu as quand même réussi à générer des ventes, que ce soit du coaching, de l'accompagnement, que ce soit justement en lien avec les challenges, donc où on invite les gens à lancer leur podcast en 5 jours, par la suite les gens qui achètent les formations. Est-ce que tu penses que c'est un outil sous-estimé encore aujourd'hui par les entrepreneurs d'utiliser le podcasting comme justement outil marketing? Sous-estimé, oui, clairement. De moins en moins, par contre, parce que les gens sont plus au courant de. Premièrement, le podcast est beaucoup plus consommé qu'il l'était, par exemple, là, au moment du lancement de l'Académie à la fin de l'année 2018. Mais définitivement, c'est sûr que les entreprises francophones gagneraient à étudier le podcast, à faire des podcasts. Ça leur donne une voix, ça leur donne une façon de passer leur message, ça leur donne une façon de se rapprocher de leurs prospects, de se rapprocher de leurs clients, de créer des relations, des liens vraiment durables avec ces gens-là. Définitivement, là, on parle de juste en temps moyen d'attention, là, une des statistiques les plus impressionnantes dans le monde du podcast, c'est que notre temps moyen d'attention sur un épisode de podcast, c'est 30 minutes. Puis ce qu'on a de plus proche de ça, c'est une vidéo sur n'importe quelle autre plateforme qui est à 4 minutes. Donc, on parle presque 8 fois plus longtemps avec notre auditeur, avec notre interlocuteur lorsqu'on est en podcast que lorsqu'on est sur n'importe quel autre format de création de contenu. Parce que l'écrit, c'est moins que ça. Les publications, c'est moins que 4 minutes aussi. Donc, dans tous les cas, la meilleure performance, c'est la vidéo à 4 minutes. Puis après ça, c'est le podcast à 30 minutes en moyenne. Donc, c'est juste incroyable. Tu sais, si on dit aux marques, OK, tu vas peut-être parler à moins de monde, mais les gens qui sont là vont choisir de venir vers toi, vont choisir de venir écouter ce que tu as à dire, ton discours, ta thématique, et tu vas avoir jusqu'à 8 fois plus de temps pour leur parler puis pour leur faire passer ton message, autrement dit. Donc, c'est inévitable qu'en bout de ligne, ça va créer soit des super fans à partir de clients qui t'écoutent, ou soit convertir des prospects en clients. Non, c'est super intéressant. Puis tu parles que oui, on va peut-être parler à moins de personnes, mais c'est ça, mais ces personnes-là vont être plus engagées. Est-ce que tu penses que c'est justement encore quelque chose qui manque, on manque peut-être encore un peu d'éducation à ce niveau-là, parce qu'on est habitué justement de se dire, c'est facile par exemple d'avoir 1000 vues sur YouTube, c'est facile d'avoir 1000 portées organiques sur les réseaux sociaux, mais avoir 1000 téléchargements sur un podcast, ça représente énormément plus. Donc c'est normal qu'au départ, qu'on n'atteigne pas nécessairement ces chiffres-là. Est-ce que tu penses que des fois, c'est peut-être ça qui peut décourager un peu les personnes, parce que, comme on le sait, donc au niveau du podcast, il y a quand même 80% des podcasts qui se rendent pas au 7e épisode. Est-ce que tu penses que c'est une des causes, ou il y en aurait peut-être une autre plus marquante? Non, mais c'est sûr qu'il y a un réel changement de mindset à faire, parce qu'on est habitué
à avoir on est habitué à évoluer dans ce sens-là, c'est-à-dire que on est habitué d'avoir, tu sais, on carbure à nos likes puis à nos pouces en l'air puis tout ça. Et sur les médias sociaux, quand on n'a pas ça, ben on est un peu déçu, puis on pense que c'est parce que notre publication n'a pas fonctionné ou parce que la plateforme n'est pas ce qu'on a besoin ou peu importe. Donc, clairement, sauf que juste en valeur absolue, là, disons qu'on reprend encore notre calcul d'il y a quelques instants, si on a 800 personnes, 800 likes sur une vidéo YouTube, ce qui n'est pas une mince affaire en passant, là, 800 likes sur une vidéo YouTube, là, quelqu'un qui ne connaît pas ça puis qui s'en va sur YouTube, là, bonne chance, parce que 800 c'est du gros travail à faire. Mais disons, par exemple, que c'était ça, mais juste en valeur absolue, l'équivalent serait de 100 en podcast, parce qu'on divise par 8, là, je veux dire, on a 8 fois plus d'impact sur le message. Donc, forcément, en termes de temps, on a 8 fois plus d'impact. Donc, forcément, juste en valeur absolue, mais c'est même pas ça. Parce que dans les faits, les gens vont aller sur ta vidéo, vont aller écouter ta vidéo, vont aller regarder plutôt ta vidéo. Dans bien des cas, vont faire que l'écouter, ils vont le faire très distraitement avec tout ce qui se passe autour. Et l'engagement ne sera pas du tout le même. J'ai plein d'exemples de gens qui ont des chaînes YouTube qui fonctionnent vraiment bien avec des statistiques incroyables en termes de nombre, en termes de chiffres, et qui ont un podcast aussi qui ont des chiffres similaires ou moindres, mais qui ont énormément plus de résultats avec un podcast. Donc, clairement, c'est une façon de faire qui est différente, mais qui à la fois est beaucoup plus payante sur le long terme. Moi, je trouve ça vraiment intéressant. J'aime ça discuter de podcasts, puis c'est une des premières fois qu'on peut vraiment embarquer sur le sujet, donc dans le cadre de cette émission. Donc, on s'adresse justement à des entrepreneurs. Donc, tu as l'Académie du podcast, tu as quand même toujours aussi impliqué avec Production Extrême, donc même si le hockey fait un peu moins partie de ta vie, tu es également père de famille. Comment tu fais pour être en mesure de bien gérer tout cet horaire-là? Est-ce que tu as un outil? Comment est-ce que tu planifies le tout pour être en mesure non seulement de justement générer des profits avec tes entreprises, mais également passer du temps de qualité en famille? Ah, ça a pris une belle un bon moment en fait pour structurer ça comme il faut. L'équipe a aidé beaucoup pour ça aussi, à libérer du temps sur certaines tâches qui étaient des tâches récurrentes qui faisaient en sorte que à un certain moment, c'est sûr que on n'est pas nécessairement dans notre zone de génie dans des tâches récurrentes, donc forcément c'est des choses qui viennent un peu gruger du temps dans un horaire. Mm-hmm. Mais ça a pris plusieurs années à pouvoir me structurer de la bonne façon, aller chercher des bons outils, des formations. J'ai essayé je sais pas combien de types d'agendas différents pour réussir à trouver un agenda qui finalement correspondait à mon rythme, à moi, à ce que j'aspirais, puis qui me poussait aussi en même temps à m'améliorer dans ma structure, dans ma façon de faire. Mais définitivement, ça prend une structure, ça prend les bonnes personnes aussi pour t'entourer autour de ça. Il y a des gens qui m'aident beaucoup là-dedans. Et ça prend les bons outils aussi. Et finalement, mais ça prend de la discipline. Parce que c'est sûr que n'importe quel outil, n'importe quel agenda, n'importe quel coach, si on n'a pas la discipline pour l'appliquer par la suite, on va s'en aller dans le mur. Fait que la discipline, ça vient essentiellement, ça vient du niveau sportif, là, clairement. J'ai joué au hockey pendant 18 ans, donc forcément, à un moment donné, jusqu'à l'âge de 18 ans plutôt, donc forcément, tout l'aspect discipline et tout ça, c'était un aspect important de ma jeunesse. Puis ça, s'il y a une des choses que j'ai gardées, c'est bien ça. C'est super. C'est vraiment intéressant, puis c'est vrai que c'est vraiment important. Tu parles aussi, ça c'est revenu souvent sur le podcast, l'importance d'être bien entouré, bien évidemment, mais aussi d'être en mesure de déléguer. C'est quoi ton conseil par rapport à ça? Puis il y en a beaucoup, je pense, qui sont rendus peut-être à cette étape-là, donc certains qui sont solopreneurs, veulent peut-être agrandir leur équipe ou ont déjà peut-être une personne ou deux qui les aide, puis là, qui sont vraiment prêts à déléguer davantage. C'est quoi ton meilleur conseil pour les aider par rapport à comment déléguer? Déléguer d'abord, il faut s'assurer d'avoir les bonnes personnes. Parce que c'est difficile de
d'être en confiance pour déléguer des trucs si t'es pas convaincu que la personne à qui tu vas le déléguer, elle va être en mesure de faire le travail. Fait que ça, c'est la première chose. La deuxième chose, moi, j'ai déjà appris à quelque part que si quelqu'un dans ton équipe, à partir du moment, évidemment, où tu es convaincu d'avoir les bonnes personnes dans ton équipe, s'il y a quelqu'un dans ton équipe qui est capable de faire une tâche au moins 80% aussi bien que toi, il n'y a aucune raison que ce soit toi qui la fasses. Donc, en partant de cette prémisse de base-là, il y a beaucoup de choses qu'on peut déléguer dans une entreprise, dans la mesure où nos activités qu'on choisit de garder puis qu'on choisit de faire sont des activités à haute valeur ajoutée, dans le sens où, disons par exemple, je sais pas moi, faire des rencontres avec des clients pour aller chercher des clients premium, comme on appelle chez nous. C'est des clients qui sont prêts à dépenser des milliers, voire des dizaines de milliers de dollars par année avec toi, avec ton équipe. Ben ça, c'est le genre de choses que je pense qui doit être faite par moi. Par contre, ben, il peut y avoir d'autres trucs qui peuvent être faits par des gens, par d'autres personnes dans l'équipe, et que ça n'a pas besoin d'être moi qui le fasse nécessairement. Animer mes podcasts, ben, il n'y a pas personne d'autre qui peut animer un podcast pour moi. Fait qu'il y a certaines choses que je dois garder dans ma cour, comme on dit, parce que ça doit absolument être moi qui le fait. Mais j'essaie de plus en plus de dire, bon, s'il y a quelqu'un qui peut faire au moins cette tâche-là, 80%, aussi bien que moi, quitte à juste aller réviser par la suite pour être sûr, pour aller corriger certaines choses, mais à partir de ce moment-là, ben on délègue. Puis l'autre chose aussi, c'est de clarifier les attentes. T'sais, plus on est efficace dans la façon de communiquer nos choses à notre équipe ou aux gens, nos collaborateurs ou nos employés ou peu importe, plus on est précis dans la façon de communiquer nos choses, puis dans la façon d'établir les attentes de ce qu'on a d'un truc qu'on demande, par exemple, ben plus on a des chances de réussite par la suite. Ce serait quoi tes objectifs, autant au niveau personnel que pour l'Académie en 2022? Ben, 2022, t'es dans le secret des dieux, toi, hein? Donc tu sais où on s'en va avec l'Académie du podcast. On veut clairement être la référence en podcasting francophone à travers le monde. On a déjà beaucoup d'actions qui ont été prises ou qui vont être prises dans les prochaines semaines, dans les prochains mois pour aller dans ce sens-là. On travaille fort pour faire ça, pour faire en sorte de faire rayonner le podcasting francophone un peu partout. Faire rayonner aussi évidemment l'Académie à travers tout ça et ses membres. On veut mettre de l'avant un paquet de trucs qui fait en sorte que justement on va faire rayonner le podcast. On va faire en sorte que les gens vont réaliser à quel point c'est un outil qui est hyper puissant. Mm-hmm. Et puis de cette façon-là, ben je pense qu'en tout cas on va avoir fait un bon pas en 2022 avec tout ce qui a été mis en place jusqu'à maintenant, puis tout ce qui s'en vient encore, puis toutes les idées qu'on a, puis qui bouillonnent à chaque meeting de vision qu'on a. D'après moi, on devrait être capable d'arriver à faire de quoi de pas pire avec ça. Et sur le plan personnel, ben c'est de continuer d'améliorer, je dirais, j'aime pas le mot équilibre là, parce que il y a beaucoup de. Je pense que c'est galvaudé, mais c'est aussi le fait que les gens souvent vont penser que équilibre travail-famille, ça veut dire que tu vas passer 8 heures au travail pour 8 heures à la maison, ou 6-6 ou 10-10, en tout cas, whatever. Là. Mm-hmm. Alors que dans les faits, c'est pas ça que ça veut dire. Tu sais, ce que ça veut dire, je pense, pour moi en tout cas, c'est de m'assurer d'avoir des moments qui sont prévus pour la famille, pour être avec les enfants, pour être avec mon épouse ou avec des amis ou avec de la famille élargie, mais de m'assurer aussi de pouvoir être là pleinement à 100%, donc que ce soit du temps de qualité. Donc, de le faire de façon intentionnelle pour que justement ce soit du temps de qualité pour pas... puis ça, encore une fois, ça revient au fait qu'il y a une équipe qui est là derrière puis qui est capable d'assurer la relève, là, autrement dit, lorsqu'on est dans des moments où on voudrait décrocher, où on voudrait être avec les gens de la famille et tout ça. Et ça, c'est quelque chose qui était pas envisageable encore il y a 1 an
et quelques, là, avant de mettre l'équipe en place, c'était pas quelque chose qui était envisageable. Là, ça devient de plus en plus envisageable. Donc, il y a des projets de éventuellement peut-être développer des trucs, soit se faire construire quelque chose sur le bord d'un cours d'eau à quelque part. Fait des années qu'on pense à ça. Là, on commence à vraiment regarder des trucs en lien avec ça. On se dit, on va se garder un espace, on va se faire un beau studio, on pourrait recevoir des gens, on pourrait recevoir l'équipe là-bas, on pourrait recevoir des clients là-bas, vraiment avoir du plaisir à jumeler travail et famille et la beauté de l'espace également en même temps. Donc, c'est ça. Fait qu'on on est dans ces trucs-là, là, présentement. Ah, c'est cool, des beaux projets. J'ai hâte de voir ce chalet-là et le nouveau studio. Exact. On souhaite ça le plus rapidement possible. Évidemment, c'est un peu complexe avec dans l'immobilier présentement pour trouver des espaces et trouver quelqu'un qui est prêt à construire ou trouver une maison de cours qui est déjà à notre goût. Donc, c'est un peu complexe. Mais en tout cas, c'est dans l'air. On a commencé à regarder ça. On est dans les démarches présentement, là. On va suivre ça aussi de près, tout comme ce qui va se passer avec l'Académie. Ah, mais merci beaucoup encore une fois, Marco. Avant de terminer officiellement, j'aime toujours poser mes petites questions en rafale. Yes. Des questions différentes de la dernière fois, même si ça fait 3 ans. Ma première question, c'est qui est ton idole modèle? Sportif ou autre? Sportif ou autre, OK. Ben, gars, je vais te nommer quelqu'un qui est venu aujourd'hui dans qui pourrait répondre à cette question-là. Le nouvel entraîneur du Canadien de Montréal. Entraîneur par intérim du Canadien de Montréal. J'ai eu la chance d'écouter son point de presse. Et puis, entraîneur par intérim, déjà, ça surprenait beaucoup de gens de se faire embaucher par intérim pour un membre du Temple de la Renommée, Trophée Hart 2 fois, qui était en mesure de gagner la Coupe Stanley, qui a gagné aussi un paquet de trucs là, sur le plan personnel. Les journalistes étaient tous d'accord que c'était lui qui avait demandé l'intérim, puis que finalement c'était lui qui voulait essayer, puis après ça il dirait aux Canadiens si ça fonctionne ou pas, puis là il s'avère que c'est l'inverse. Donc qu'un gars de cette prestance-là et avec le si peu de bagages qu'il a, viennent dire devant les journalistes, moi, j'ai toujours été le underdog dans ma vie, j'ai toujours été celui qui a été sous-estimé. Fait que j'ai pas peur des défis, donnez-moi une chance, puis je vais m'organiser avec le reste. Moi, ça a tout mon respect. Ça pour moi, juste ça a tout mon respect. C'est incroyable. Alors, Martin Saint-Louis qui a gagné un autre fan. Exact. J'étais déjà fan quand il était joueur, mais là, vraiment, comme personne, il a vraiment gagné des points pour moi. Quel est le meilleur conseil entrepreneurial que tu aies jamais reçu? Meilleur conseil entrepreneurial, je dirais... depuis 3 ans, une chose qui a changé, hein, en fait, c'est d'être de plus en plus dans le moment présent, ce qui permet d'être moins dans sa tête et plus connecté sur le moment que tu es en train de vivre, autant avec des clients qu'avec des prospects, qu'avec un épisode de podcast, qu'avec un projet que tu es en train de faire, peu importe. Donc, d'être beaucoup plus dans le moment présent que d'être tout le temps dans l'anticipation. Puis, quel est ton réseau social préféré? Oh my God. Love-hate relationship. C'est le cas de beaucoup de monde. Ouais, écoute, je suis pas très réseaux sociaux, mais je vais te dire probablement Facebook pour ce qui même si présentement mon compte est bloqué. Pardon, je te dirais Facebook pour ce qui m'apporte au niveau de l'entreprise. Parce que pour le reste, je suis pas un gars qui... J'aime bien TikTok pour le côté drôle, par contre. Pour le côté humoristique et tout ça, je consomme... Ouais, je dirais TikTok. Pour consommer la consommation par plaisir, je dirais TikTok. Pour créer du contenu, définitivement Facebook. Un petit plaisir coupable avec TikTok. Ouais. Je trouve, de temps en temps, là, quand je veux me débrancher le cerveau, là, je vais faire un petit 5-10 minutes de TikTok, puis généralement, ça fait un job. Si ça reste à 5-10 minutes, c'est
Ça fait Ouais, justifier. c'est rarement plus que ça. Ouais. Non, mais super. Mais merci beaucoup encore une fois, Marco, pour ton temps. C'était super apprécié. J'aime toujours discuter avec toi. Ben, gros merci à toi. Puis longue vie encore une fois. Là, donc là, 2019, là, on est début 2022. Ça veut dire qu'on a rendez-vous en 2025, c'est ça? C'est le calcul est bon, là? J'aimerais ça que ça soit avant quand même, par contre. Ouais, OK, ben parfait. On bouclera ça tout de suite. Yes. All right. Merci encore. Merci beaucoup encore une fois à Marco Bernard pour son temps et en souhaitant que vous ayez apprécié ce 152e épisode officiel d'Athlète Entrepreneur. Parlant de podcasting, je voulais parler avec vous de l'hébergeur de podcast Ocha. Contrairement aux autres plateformes, Ocha n'est pas qu'un hébergeur, mais également un outil marketing qui vous permet, entre autres, de planifier vos publications sur les réseaux sociaux, de bâtir votre propre liste de courriels et de créer des clips audio avec transcription. De plus, il s'agit d'une plateforme 100% francophone. Pour l'essayer à votre tour, profitez d'un essai gratuit de 2 semaines au amidelebel.com/Ocha, A-U-S-H-A. Je vous donne rendez-vous à l'épisode 153 pour une nouvelle émission, alors que cette fois, mon invité sera l'ancien joueur de football universitaire et copropriétaire de Oleka Canva, Jérémy Gagnon-Chénier. Ne manquez pas ça!